Bonjour, je suis Armel Djereke, consultant en intelligence économique à ECG et je vous entretiens sur la correction du sujet 2 du deuxième partiel, donc du partiel 2. Alors le sujet comporte plusieurs questions et un problème. Nous allons démarrer par les premières questions et terminer par le problème. Alors, sur la première question, un équilibre est nécessaire entre le partage d'informations et sa protection. Dans le tableau qui suit, où situer la nécessaire protection de l'information? Alors ici, il fallait choisir la proposition 2, donc le 2. Je sais, il ne sait pas. C'est à ce niveau que se situe la nécessaire protection de l'information. Je détiens une information que mes concurrents n'ont pas. Voilà. Ensuite, la question 2. Il fallait répondre par vrai ou faux. L'information des décideurs de l'entreprise répond à un certain nombre d'exigences. Répondre par vrai ou faux. Première proposition, petit a, nos décideurs seront confrontés au risque de carence d'informations plutôt qu'à celui de surcharge. Ici, c'est faux. En fait, dans une entreprise où il y a un dispositif d'intelligence économique, le problème de la carence de l'information est résolu. Par contre, on peut être confronté à la surcharge d'informations. Petit b, plus le décideur opte pour une politique centralisée de l'information, plus il encouragera l'indépendance de ses collaborateurs qui lui donneront des informations par peur de prendre des responsabilités. Faux. Ouais, faux. C'est plutôt que ce dispositif permettra même au décideur d'être beaucoup plus percutant et atteindre ses objectifs, puisqu'il saura qui fait quoi, quand et comment. Petit c, le temps que met un décideur à travailler les données de la littérature est un temps qu'il ne consacre pas à la réflexion stratégique et au long terme. Vrai. Enfin, l'information destinée, petit d, l'information destinée à l'exécutif doit être souvent synthétisée. Ça, c'est vrai. Petit e, l'objectif est de faire plaisir de se faire plaisir à travers des synthèses exhaustives prouvant notre savoir-faire et sans nous préoccuper d'apporter aux décideurs des éléments de décision. C'est archi faux. Il faut plutôt se préoccuper d'apporter aux décideurs des éléments de décision. Alors, question 3. C'est une question de définition. Il fallait définir la notion d'intégrité des données ainsi que les objectifs du contrôle d'intégrité. Alors, l'intégrité des données est l'état d'une chose, donc l'intégrité de façon générale est l'état d'une chose qui est demeurée intacte. Donc, c'est intègre, c'est demeuré intact. Ça n'a pas été modifié de façon accidentelle ou intentionnelle. Pour ce qui concerne des données, l'objectif du contrôle d'intégrité est de vérifier qu'elles n'ont pas été altérées tant de façon intentionnelle qu'accidentelle. Voilà, c'est ce qu'il fallait dire. Question 4. Quelle relation existe entre les critères d'intégrité et de confidentialité? Alors, la confidentialité des données est le maintien du secret des informations. Donc, une information qui est confidentielle, c'est une information secrète qui doit rester secrète, donc confidentielle. Il y a aussi un autre aspect de la confidentialité, c'est que l'information, elle est incompréhensible pour ceux qui n'ont pas droit. Donc ça aussi, c'est de la confidentialité. Ça aussi, c'est de la confidentialité. De l'autre côté, au niveau de l'intégrité, comme on l'a dit plus haut, l'intégrité, c'est en rapport avec la modification donc, de l'information. Une information est intègre lorsqu'elle est restée justement intacte. Elle n'a pas été modifiée de façon non autorisée. Voilà. Et ce qu'il faut dire, c'est que les critères d'intégrité et de confidentialité sont complémentaires. Ils sont complémentaires lorsqu'ils sont réalisés par des fonctions ad hoc de sécurité. Donc, ils sont bien dans un système de sécurisation de l'information. Et c'est ce qu'il fallait dire à ce niveau, question 4. Question 5. Dans quelle mesure la notion de qualité des données est-elle liée à celle de sécurité? Donc, la qualité des données. Généralement, quand on pose ce type de questions, il faut commencer par la définition des éléments. Donc, la qualité est généralement une caractéristique d'excellence, reflétant une valeur, une compétence. Dans la mesure où
des données possèdent un certain degré de sécurité et satisfont des exigences de disponibilité, d'intégrité ou de confidentialité. On voit bien que ce sont des critères ici que je viens d'énumérer, des critères de sécurité, disponibilité, intégrité ou de confidentialité. Ce sont des critères de sécurité des données, sécurité de l'information. Donc, dans la mesure où des données possèdent ces critères-là de sécurité, elles possèdent un degré intrinsèque de qualité et elles permettent d'offrir des services de qualité. Voilà. Donc, quand des données sont disponibles, elles sont intègres, elles sont confidentielles, ce sont des données de qualité. Donc, en respectant les critères de sécurité, la satisfaction d'exigences de la qualité, comme la justesse et la fiabilité, peuvent être réalisées. Voilà, donc, le rapport entre la qualité des données et la sécurité. Alors, question 6. Parmi les critères de sécurité suivants, lequel n'est pas adapté à un système d'information? Ici, il fallait choisir la réponse C, insolvabilité. Question 7. Dans quelle mesure peut-on considérer des principes d'éthique comme faisant partie d'une démarche de sécurité informatique? On l'a dit, on ne cesse de le répéter, c'est qu'en intelligence économique, le maillon faible, c'est l'homme. On peut mettre en place un système de sécurité assez intéressant, cohérent, fiable, avec des outils les plus modernes qui existent. Si les hommes ne sont pas intègres, s'ils n'ont pas des qualités d'éthique, ils parlent beaucoup, ils divulguent facilement des informations, ils n'ont pas la morale qu'il faut, il est clair que le système est mis en mal. Le système est mis en mal. Question 8. Comment est-ce que la cybercriminalité peut affecter l'intégrité morale et physique d'un individu? Alors, on a plusieurs aspects ici qui peuvent être touchés. On parle de l'intégrité morale et physique d'un individu. Donc, par les actions portant atteinte aux personnes de manière directe ou indirecte ayant des impacts psychologiques. Diffamation, harcèlement sur les réseaux sociaux, au téléphone, etc. Manipulation, chantage, escroquerie économique, une diffamation sur les réseaux sociaux. Même on peut même avoir ce qu'on appelle l'escroquerie sentimentale, une diffusion de contenus choquants, donc des images osées, etc. Donc tout ça sont des actions qui peuvent justement porter atteinte au moral des personnes. Au niveau physique, on a des actions cybercriminelles qui peuvent engendrer des accidents, des explosions, des déraillements de train, des crashs d'avion, etc. Voilà. Donc quelques éléments qu'il fallait apporter comme élément de réponse. Question 9. Parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui correspond le mieux aux besoins de gérer la sécurité? Alors ici, il fallait choisir la réponse B, appréhender et traiter la sécurité comme un processus continu. Ici, c'est la seule réponse qui, justement, montre que l'entreprise prend la sécurité comme étant un outil important dans son processus, dans son fonctionnement. Et ça doit être un processus continu, parce que la sécurité doit se mettre à jour, doit s'adapter, doit se mettre à jour, doit prendre en compte les nouveaux risques et suivre également l'évolution des risques. Les autres propositions sont des propositions qui ne correspondent pas vraiment à une approche efficace de la sécurité en entreprise. Question 10. Laquelle des propositions suivantes ne concerne pas une politique de sécurité? Alors, ici, il fallait choisir la proposition E. Une politique de sécurité n'a pas besoin d'être approuvée par l'ensemble du personnel. Question 11. Parmi les normes ISO suivantes, laquelle propose un code de bonne pratique d'un système de management de la sécurité de l'information? Alors ici, il fallait choisir la proposition B. Les normes ISO, chaque norme ISO a un cadre bien précis. Et ici, en ce qui concerne les bonnes pratiques d'un système de management de la sécurité de l'information, il s'agit de la norme ISO 27002.
Question 12. Parmi les positions suivantes, laquelle correspond à l'acronyme PDCA? Alors, vous le savez très bien parce que je pense que vous maîtrisez déjà la roue de timing, qui est une transposition graphique de la méthode de gestion de la qualité dite PDCA, Plan, Do, Check, Act. Voilà. Et ici, il fallait choisir la réponse C, Plan, Do, Check, Act. Question 13. Quel type de mesures dissuasives devraient être développées pour combattre la cybercriminalité? On a plusieurs types de mesures dissuasives qui peuvent se regrouper, en des catégories. Ici, il fallait, il fallait, il fallait apporter quelques éléments dans chaque catégorie. Donc, on peut avoir des mesures liées à l'investigation des cybercrimes, à la coopération et à l'entraide judiciaire internationale, etc. Donc, des mesures liées à l'investigation des cybercrimes, à la coopération et à l'entraide judiciaire. On a aussi des mesures, donc un ensemble de mesures liées à l'éradication des marchés noirs, de la cybercriminalité, ou même au démantèlement des plateformes électroniques utilisées par des criminels. Donc, il existe des plateformes utilisées par des criminels. On a aussi des mesures liées au cadre légal, droit pénal, droit procédural, etc. On a des mesures d'ordre technologique qui vont augmenter le risque pris par les criminels, d'être identifiés, etc. Donc, et puis, on a aussi des mesures liées à l'éducation, à la sensibilisation, à l'éthique des utilisateurs, etc., au respect des mesures de sécurité, etc. Voilà. Donc, il fallait apporter ce genre d'éléments dans chaque, en fait, des éléments concrets dans chaque catégorie à ce niveau. Alors, nous abordons maintenant le problème. C'est un problème assez intéressant qui nous décrit une nouvelle stratégie marketing qui est en vogue, qui commence à être utilisée par plusieurs structures. Ici, on nous présente le cas de Michelin. Michelin, qui est une entreprise française qui est leader dans son domaine, qui est parmi les grands leaders dans son domaine. Et le groupe Michelin est reconnu comme leader international dans la création et la promotion de normes internationales harmonisées concernant la technologie Airfeed appliquée aux pneumatiques. D'autres manufacturiers de pneumatiques ont aussi contribué à la création et à la promotion de normes internationales harmonisées pour favoriser l'adoption et le déploiement de cette technologie. Voilà. Donc, les normes ici, pour pouvoir aborder ce problème, il fallait bien comprendre la notion de brevet, la notion de norme, la notion également de licence fund. Les licences fund, ce sont des notions qui sont définies dans le problème, donc dans l'énoncé même, dans l'énoncé. Déjà, je reviens rapidement sur les notions de brevet. Selon l'Office européen des brevets, le brevet est un titre juridique qui donne à son titulaire le droit exclusif d'interdire un tiers l'utilisation d'une invention brevetée à des fins commerciales sans y avoir été autorisé. Et c'est à ce niveau que ceux qui ont des brevets monnaient, on va dire, leur savoir-faire puisque les brevets sont vendus à des tiers pour pouvoir les utiliser dans la production de leurs marchandises. Donc, un brevet qui protège une technologie indispensable à une norme est appelé brevet essentiel à une norme. Voilà, parce qu'il existe des brevets qui sont essentiels à une norme. Ce sont des brevets qui protègent une technologie. Donc, on dit qu'un brevet est essentiel à une norme lorsque l'exploitation du brevet est indispensable à tout concurrent envisageant de fabriquer des produits conformes à la norme, considérée. Donc, l'organisme de normalisation sert à créer des normes et à veiller à ce que l'argent investi dans la préparation et l'adoption de ces normes ne soit pas perdu par la non-disponibilité de leurs propriétés industrielles. À cet effet, il cherche à trouver un équilibre entre la normalisation des technologies aux fins de l'usage public et le respect des droits des titulaires de titres de propriété intellectuelle. Alors, lorsqu'un brevet est notifié à l'organisme de normalisation, a priori par son titulaire, l'organisme justement permet à ce brevet d'acquérir ce caractère d'essentiel à la norme. Donc quand l'organisme le fait, à partir de ce moment, personne ne peut commercialiser le produit conforme à la dite norme sans être potentiellement contrefacteur de ce brevet.
En échange, hein, de l'obtention du caractère essentiel à la norme, le titulaire du brevet s'engage à octroyer des licences d'exploitation du brevet à des conditions dites fermes. Donc, il s'engage à octroyer des licences d'exploitation. Parce qu'il doit pas être le seul à exploiter son brevet qui est essentiel à une norme. Il doit s'engager à mettre à la disposition de ceux qui veulent exploiter la norme, doit mettre à leur disposition son brevet. Son brevet. Et il doit le faire dans ce qu'on appelle des conditions dites franches. Ce sont des conditions, hein, pour garantir, des offres équitables, raisonnables et non discriminatoires à tous ceux qui veulent utiliser ce brevet. Si le titulaire du brevet refuse d'accorder des licences à des conditions franches, les travaux d'adoption de la norme s'arrêtent. Voilà. Donc, il s'agit donc d'un accord donnant-donnant. Donc, quand je veux, quand je crée un brevet, en fait, quand j'ai un brevet qui est essentiel à une norme, pour justement avoir ce caractère essentiel de la norme, tu dois pouvoir m'engager justement dans des conditions franches. Et ce que Michelin fait, Michelin s'engage déjà dans des conditions franches. Et je rappelle que quand on parle des conditions franches, il ne s'agit pas forcément de gratuité, hein, c'est payant. En fait, les entreprises payent. Mais ce que Michelin fait ici, c'est que Michelin offre ses brevets gratuitement. Michelin offre ses brevets gratuitement. Et les autres entreprises, justement, hein, qui veulent utiliser les brevets de Michelin, doivent aussi mettre à disposition de Michelin leur brevet dans les mêmes domaines. Et c'est intéressant pour Michelin, puisque justement, Michelin va connaître leur savoir-faire et puisque ce sont déjà pionniers, ils sont déjà leaders dans leur domaine, ça leur permettra d'accélérer leur innovation, de trouver des réponses à des questions qu'ils se posaient et donc d'accélérer l'innovation et de se positionner encore plus sur le marché. Et donc, il fallait apporter ce type d'analyse, ce type de réponse. Donc, l'adoption du nombre mondial unique a un facteur clé pour accélérer le développement, pour accélérer, pardon, le déploiement de cette technologie. Donc, la vulgarisation d'une norme mondiale sur la technologie RFID entraînera plus de profit pour le leader Michelin. Michelin est déjà leader, donc ça entraînera plus de profit pour le leader Michelin. Parce que s'il y a une norme et que tout le monde commence à concevoir les éléments, les éléments conformes à la norme, parce que Michelin est déjà le leader sur le marché, il peut rafler facilement, avec une bonne communication et avec une bonne stratégie marketing, le marché. Également, conformément avec la politique de licence fonte, Michelin aura accès gratuitement au brevet de ses concurrents, ce qui lui donnera certainement des réponses à des questions pour plus d'innovation. Rappelons que Michelin a bâti sa stratégie vraiment dans la recherche et le développement, beaucoup de recherche et beaucoup de développement. En plus, on a l'aspect de communication. Avec la bonne communication, Michelin obtiendra la sympathie des clients. Donc, aussi le côté sympathie des clients. Ce Michelin met à disposition ses brevets de façon gratuite. Et donc, ça peut entraîner la sympathie des clients, la sympathie des clients qui vont préférer les produits de Michelin qui optent pour la gratuité dans le domaine par rapport à d'autres. Voilà. Donc, merci pour m'avoir suivi et à la prochaine.